Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, la clôture de l'APEC. La réunion des dirigeants économiques de l'APEC s'est terminée jeudi. Les 21 économies membres ont préparé une déclaration commune sur la croissance économique. Les dirigeants ont fait savoir qu'ils avaient compris l'importance d'une communauté solide, intégrée et prospère au sein de la région. Ils ont ajouté que la vision de l'intégration pouvait permettre à tous les membres d'apprécier les fruits de la croissance économique et les avancées techniques. Alors que des indicateurs mettent en garde contre des incertitudes au niveau mondial, les membres de l'APEC se sont engagés à mettre sur pied des économies ouvertes grâce à un soutien complet et à des réformes structurelles ambitieuses. Les membres visent à obtenir des résultats positifs concernant l'économie, la société et l'environnement. Enfin, ils se sont engagés à approfondir la coopération financière et favoriser le développement des petites entreprises. Le président chinois Xi Jinping a donc terminé son séjour aux Philippines à l'occasion du sommet de l'APEC à Manille. Durant les discussions, il a appelé les 21 économies membres du forum à accentuer leur coopération gagnant-gagnant afin de réaliser une prospérité commune. Le président chinois a aussi déclaré que la Chine allait se concentrer sur la qualité et l'efficacité de sa propre croissance en se focalisant davantage sur la protection de l'environnement et sur l'ouverture au monde. Un nouveau sommet de l'APEC se termine pour le président chinois qui quitte Manille pour rentrer au pays. Reconnaissant les défis auxquels font face les pays de la région et du monde entier, il a appelé au renforcement du partenariat qui lie les économies du Pacifique. Il a dit que la région était toujours la locomotive de l'économie mondiale et a appelé les économies membres à utiliser la plateforme de l'APEC pour continuer à constituer la tête de pont de la croissance mondiale. La région Asie-Pacifique abrite 40% de la population mondiale, 48% du commerce mondial et 57% de la production mondiale. Alors comment accélérer l'intégration de ces différentes économies et réaliser un développement inclusif dans la région? Le président Xi a déclaré que la clé de la réussite dans ce domaine résidait dans la réforme et l'innovation. Il faut trouver de nouveaux moteurs de croissance et ouvrir encore davantage les économies. M. Xi a dit que la zone de libre-échange Asie-Pacifique, la FTAAP, doit être construite aussi vite que possible. Il a appelé les dirigeants de l'APEC à faire de ce rêve une réalité et il s'est fait l'avocat de davantage de connectivité au sein de la région Asie-Pacifique afin de lui insuffler plus de vitalité encore. Xi Jinping s'est adressé au sommet des PDG mercredi. Il a parlé de la croissance chinoise, disant que le pays connaissait une vague intense de réformes pour garantir son maintien au rang de locomotive de la croissance mondiale. Au cours des 3 premiers trimestres de l'année, l'économie chinoise a connu une croissance de 6,9%, contribuant à hauteur de 30% à la croissance mondiale. Une croissance qui est intervenue dans une économie de plus de 10 000 milliards de dollars. Xi Jinping a promis que la Chine allait accorder plus d'attention à la qualité et à l'efficacité de sa croissance, ainsi qu'à la protection de l'environnement et l'ouverture sur le monde. Il a enfin formulé le vœu de réaliser un environnement d'investissement ouvert, transparent et juste. Une économie transparente et connectée a été l'un des sujets les plus discutés lors du sommet de l'APEC de cette année. Les pays de la région Asie-Pacifique sont tous à la recherche de nouveaux moteurs de croissance pour améliorer leur niveau de connexion. Les experts estiment que les dépenses en infrastructure aideront à atteindre ce nouvel objectif fixé. Les investissements en infrastructure ont des effets considérables. En effet, un dollar investi en infrastructure permet d'investir 3 autres dollars supplémentaires dans d'autres domaines. Par ailleurs, un investissement de 3 milliards de dollars permet de créer plus de 18 000 emplois. Ainsi, à l'heure actuelle, le niveau des investissements en infrastructure dans la région Asie-Pacifique restera à un niveau élevé. Près de la moitié de la population mondiale vit dans la région d'Asie-Pacifique, qui représente également près de la moitié du commerce et de la production économique mondiale. Mais globalement, le niveau inégal des infrastructures demeure un des freins importants dans la croissance de la région. Selon la Banque asiatique de développement, les pays de la région Asie-Pacifique ont besoin chaque année d'environ 800 milliards de dollars pour financer la construction d'infrastructures intérieures et transfrontalières. Les analystes rappellent que la création de la Banque asiatique d'investissement en infrastructures servira de levier important pour augmenter le niveau des liaisons
des échanges et de la coopération entre les différents pays de la région. Le forum de l'APEC aux Philippines cette semaine s'est tenu alors que des craintes ont fait jour concernant l'impact économique et social du partenariat transpacifique. On craint notamment que le TPP ne provoque une inflation des prix des médicaments en protégeant davantage les laboratoires et que certains pays en développement comme le Vietnam ou le Pérou ne puissent plus se les procurer. L'engagement de la Nouvelle-Zélande dans le partenariat transpacifique a été la cible de manifestations de la part de milliers de contestataires passionnés qui ne croient pas que les bénéfices économiques supposés de ce pacte sont suffisamment importants pour justifier une telle perte de souveraineté pour les pays qui y adhèrent. Dans ce cas, elle protège les multinationales les plus puissantes de la planète et ça ne semble pas juste du tout. On n'y dirait pas du tout un accord commercial équilibré. L'une des plus grandes inquiétudes exprimées concerne la protection des monopoles détenus par les compagnies pharmaceutiques. Les versions moins onéreuses des médicaments ne pourront être fabriquées pendant 8 ans après leur création. Les droits monopolistiques des compagnies pharmaceutiques vont provoquer une hausse des prix et cela veut dire que ceux qui en ont besoin ne pourront pas les payer. Un exemple, le nouveau médicament anti-hépatite C. Le docteur Freeman dit qu'il coûte 84 000 $ néo-zélandais, mais seulement 100 $ à produire. Ce qu'ils veulent, ce sont des monopoles plus longs sur leurs médicaments pour faire plus d'argent et paradoxalement, ils appellent ça un accord de libre-échange. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande tente de minimiser ces manifestations. Il dit que le TPP ne va pas changer le système de copyright actuel et que même si les coûts risquaient d'augmenter, les consommateurs bénéficieraient de subventions pour l'achat de ces médicaments. Toutefois, les agences d'aide internationales comme Oxfam, qui ont pour but de sortir les gens de la pauvreté, sont inquiètes de ce que des pays comme le Vietnam devront attendre 8 ans avant de bénéficier de médicaments génériques comme les médicaments utiles contre le VIH. C'était les génériques qui permettaient aux pauvres de se soigner et d'éviter de transmettre le HIV à d'autres. Les manifestants disent que le long délai d'accès à des traitements onéreux de nouvelle génération contre le cancer, par exemple, équivalait à une peine de mort pour ceux qui ne peuvent pas se les offrir. Sans exagération, je pense que ça veut dire que les jeunes qui auraient dû avoir accès à ces médicaments et auraient dû survivre n'y auront pas accès et vont mourir. Le TPP devrait être officiellement signé l'année prochaine. Jusque-là, les manifestants disent vouloir continuer la lutte. Et autre sujet d'actualité, le procureur de la République de Paris a confirmé que le cerveau des attaques de Paris, Abdelhamid Abaoud, a été tué lors d'une opération policière tôt mercredi dans une banlieue du nord de la capitale française. Le bureau du procureur a expliqué dans une déclaration jeudi que le corps d'Abaoud a été trouvé près d'un immeuble à appartement visé par l'opération. Il a été identifié grâce à des échantillons de peau. Le militant belge de 28 ans était accusé d'avoir orchestré les attentats de Paris qui ont fait 129 morts. Des policiers lourdement armés ont fait irruption dans l'immeuble tôt mercredi. Des échanges de coups de feu ponctués d'explosions ont duré pendant 7 heures. Une femme que les policiers croient être la cousine d'Abaoud a actionné sa veste d'explosifs et s'est donné la mort. Le corps d'Abaoud a été retrouvé criblé de balles. Le Premier ministre belge Charles Michel a annoncé une série de mesures antiterroristes suite aux attentats de Paris. On l'écoute. Une enveloppe supplémentaire de 400 millions d'euros est mobilisée dans le budget 2016 pour renforcer la capacité de nos services de sécurité à lutter contre le terrorisme. Nous voulons agir sur 4 axes. Le premier, c'est éradiquer les messages de haine et d'appel à la violence. Le deuxième, c'est concentrer les efforts spécialement sur les moyens sur les individus repérés comme potentiellement dangereux. Le troisième, c'est renforcer les moyens sécuritaires des services de sécurité. Et enfin, le quatrième, agir sur le plan international. Une source gouvernementale a déclaré lors du discours du Premier ministre belge Charles Michel que la police de Bruxelles réalisait une descente dans le quartier de Molenbeek.
Ce quartier était au centre des investigations la semaine dernière suite aux attentats de Paris. En effet, au moins 2 des terroristes vivaient dans ce quartier. Le président français François Hollande a déclaré que les attentats suicides à la bombe et les fusillades avaient été planifiés en Belgique. Charles Michel, quant à lui, accuse les cellules franco-belges. Il désavoue que les attentats ont été organisés en Belgique, disant ne pas accepter les critiques dénigrant les services de renseignement belges. La Chine vient de confirmer la mort de l'otage chinois qui était détenu par l'État islamique. Le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné l'assassinat de Fan Jinghui et a rappelé que tous les efforts et les moyens avaient été déployés pour le secourir. Après l'enlèvement de Fan Jinghui, le gouvernement et le peuple chinois étaient très inquiets pour sa sécurité. Les autorités chinoises ont alors immédiatement activé les mécanismes d'urgence et ont mis en œuvre tous les moyens pour le secourir. Mais le groupe extrémiste est dépourvu de moralité humaine et il n'a pas hésité à sauvagement assassiner Fan Jinghui. Nous condamnons fermement ce crime contre l'humanité. Hong Lei a déclaré que le groupe État islamique est l'ennemi de toute l'humanité. Et la Chine allait continuer de renforcer sa coopération antiterroriste avec l'ensemble de la communauté internationale. Le groupe État islamique avait annoncé mercredi dernier sur son magazine en ligne Dabiq la mort de Fan Jinghui, un consultant indépendant de 50 ans originaire de Beijing, et celle de l'otage norvégien Ole Johan Grimsgaard Hofstad. L'État islamique n'a pas spécifié le moment et l'endroit où les 2 otages ont été exécutés. Le groupe terroriste a rappelé que les 2 hommes avaient été capturés au mois de septembre dernier et avaient demandé une rançon pour leur libération. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ne visitera pas la République populaire démocratique de Corée la semaine prochaine. Et un porte-parole de l'ONU a fait savoir dans un communiqué que Ban Ki-moon se rendrait à la place à New York, puis à Malte pour le sommet du Commonwealth avant de s'envoler pour Paris et le sommet sur le changement climatique. Le communiqué dit que le secrétaire général de l'ONU a toujours dit que son désir d'avoir un rôle constructif, y compris en se rendant personnellement en RPDC, dans le but de réaliser la paix, la stabilité et le dialogue en péninsule de Corée. Ban Ki-moon avait prévu une visite de la zone industrielle intercoréenne en mai dernier, mais le voyage a été annulé en raison d'un retrait d'approbation soudain de la part de Pyongyang. La Somalie a rouvert son ambassade à Washington après une fermeture de 24 ans. Les Américains d'origine somalienne disent que le mouvement n'est pas simplement une formalité diplomatique, mais représente un nouvel espoir pour la transformation de leur pays après des années de chaos. 24 ans sans que ce drapeau ne flotte dans la capitale des États-Unis. Les Américains d'origine somalienne disent que la fin de l'exil diplomatique représente un moment d'espoir et d'ambition pour le pays d'Afrique de l'Est. Cela marque le début de changements positifs pour la Somalie. C'est le début de la croissance, c'est le début de la prospérité économique, c'est le début de l'éducation et des soins de santé. C'est aussi le début de choses étonnantes pour les gens en Somalie. You must be sick of hearing about pirates. How do you feel about the image of Somalia in the United States and what needs to change? Je pense que l'image de la Somalie aux États-Unis et dans les médias occidentaux est très déformée. Je pense que l'image réelle de la Somalie est représentée par le peuple magnifique que sont les Somaliens et par le beau pays qu'est la Somalie. Des diplomates américains et des dirigeants politiques sont venus pour démontrer leur soutien lors d'un événement auquel le ministre somalien des Affaires étrangères, Abdisalam Omer, assistait. Le gouvernement somalien cherche à collaborer de près avec son allié et ami les États-Unis pour réaliser le rêve somalien de stabilité et de prospérité soutenu par la bonne gouvernance et une économie forte. Les Somaliens ont célébré avec une interprétation de leur hymne national, geste qui en dit long sur leur besoin de reconstruire, de s'unifier et de laisser le conflit derrière eux. Après presque un quart de siècle d'isolement diplomatique et l'héritage d'une guerre civile douloureuse, les Américains d'origine somalienne perçoivent ici la levée de ce drapeau à Washington comme un moment de transformation.
En voyageant partout dans le pays, les Américano-Somaliens disent vouloir contribuer personnellement aux nouveaux efforts diplomatiques. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec le yuan chinois, qui est devenu la seconde monnaie la plus utilisée dans les échanges commerciaux dans le monde. Et il devrait faire son entrée dans le panier de monnaies de référence du SDR, qui compte déjà le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que cela allait perfectionner le système actuel et stabiliser la structure financière mondiale. Voici le siège de la Banque de Chine à Londres. Les traders procèdent à des transactions en yuan pour le monde entier, des transactions qui sont de plus en plus nombreuses. Nous avons eu par jour en moyenne 61 milliards de dollars en volume d'échange l'an dernier, soit beaucoup plus que les années précédentes. Londres va jouer un rôle important dans le processus de mondialisation du yuan. En plus du trading, plus de produits sont disponibles en yuan. Le mois dernier, le premier bon vert nominé en yuan à Londres a été introduit à la Bourse de Londres. Cela a remonté l'influence du yuan et a aussi fourni un instrument d'investissement pour le marché, spécialement quand les taux européens sont bas. Le bon sur un an a un retour de 3,1%, tandis que les eurobonds ont un retour de moins de 0,3%. C'est un contraste saisissant. Nos bons sont les meilleurs. De plus, l'usage grandissant du yuan pour les règlements interfrontaliers a apporté de nouvelles opportunités de financement et réduit les coûts des processus d'échange étrangers. Les entreprises disent que cela va apporter plus de croissance. La monnaie est en cours d'internationalisation. La Chine joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Ce n'est plus un pays isolé. Si la demande chinoise baisse, les exportations des autres pays s'écroulent. Les actions, qui sont propres à maintenir le rythme de croissance et à soutenir la consommation, sont toutes les bienvenues. Le Fonds monétaire international a dit la semaine dernière que le yuan possède les critères requis pour être inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux, qui est un mécanisme permettant aux participants de renforcer leurs réserves en cas de besoin. Le président chinois Xi Jinping a salué l'initiative, disant qu'elle allait renforcer le système mondial et la stabilité financière. Le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine a organisé une conférence de presse portant sur les efforts pour combattre les changements climatiques. Xie Jianhua, le représentant spécial des affaires du changement climatique, a rappelé que des progrès avaient été constatés à ce niveau. On l'écoute. Cette année marque la dernière année du 12e plan quinquennal, pendant lequel nous avons fait des progrès pour aborder les changements climatiques. Voici quelques statistiques. Pendant cette période de 5 ans, les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB ont diminué de 6,1% sur une base annualisée pendant 2014. Et ils ont baissé de 15,8% en général depuis 2010. M. Xi a indiqué que la Chine a atteint son objectif fixé par le 12e plan quinquennal. Il a aussi mentionné la série d'objectifs de la Chine qui vont permettre de limiter les émissions polluantes. Beijing veut que les émissions de dioxyde de carbone atteignent un niveau maximal vers 2030, mais a dit que la Chine a l'intention d'essayer d'atteindre ces cibles plus tôt. La Chine a aussi promis de réduire les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB entre 60 à 65% du niveau de 2005 avant 2030 et d'augmenter la part des sources d'énergie renouvelables à environ 20% avant 2030. Le président chinois Xi Jinping a souligné au sommet des PDG de l'APEC que la Chine allait continuer à ouvrir son économie. Le secteur de l'assurance joue un rôle majeur dans cette politique d'ouverture, les compagnies d'assurance étrangères bénéficiant quasiment du même traitement que les compagnies locales. L'Australien In Xiaosong a été parmi les premiers assureurs à se lancer sur le marché chinois. Il est de fait un témoin privilégié de l'évolution du secteur chinois de l'assurance. Nous bénéficions désormais de quasiment le même traitement que les compagnies d'assurance locales, en particulier dans des domaines tels que l'assurance vie et l'assurance habitation, et également en termes de type de couverture, de région et de ligne de produits. Les différences s'amenuisent. Swiss Re fait partie des premières compagnies étrangères à s'être implantées sur le marché chinois. Elle est actuellement leader de la réassurance en Chine, où à ses yeux,
la marge de développement est encore immense. Le rythme est l'un des caractéristiques. Le modèle de développement que nous avons eu ces dernières années n'est pas comparable avec celui des autres marchés. Il existe de nombreux marchés qui ont connu une forte croissance, mais pas à l'échelle de la Chine. Je peux vous donner plusieurs exemples si vous voulez. Nous avons déployé un système d'enregistrement en ligne et la semaine dernière, nous avons enregistré notre millionième transaction sur ce système. Et dans les autres marchés où nous avons ce système, cela se compte en milliers. Ça illustre bien la différence d'échelle et de demande également. Il nous revient de satisfaire cette demande. Les compagnies d'assurance étrangères ont depuis 2012 pleinement accès au marché de l'assurance automobile, ce qui a représenté un tournant après l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. 56 compagnies d'assurance étrangères, originaires de 16 pays, se sont récemment implantées en Chine. Et ce mouvement semble loin d'être terminé. La Chine a réduit aujourd'hui les prix du gaz naturel non résidentiel. Il s'agit du deuxième ajustement tarifaire effectué cette année. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré que les prix du gaz naturel non résidentiel seraient réduits de 0,7 yuan par mètre cube. De nouveaux prix qui seront appliqués à compter du 20 novembre prochain. Le prix total du gaz naturel fixé par le gouvernement était de 60 milliards de yuan et avec le prix réduit de 0,7 yuan par mètre cube, il sera réduit de l'ordre de 43 milliards de yuan. De plus, avec l'effet à l'égard des prix du marché, le coût total de la réduction envers les entreprises existantes pourrait atteindre les 100 milliards de yuan. Le récent déclin des prix mondiaux du gaz naturel, de même que l'approvisionnement abondant dans le pays, ont accéléré la réforme des prix du gaz naturel. En addition à cette réduction des coûts pour les entreprises concernées, des prix plus bas permettront également de promouvoir l'usage d'une énergie propre. Cela affectera une grande variété de secteurs tels que l'électricité, le verre, la céramique, la métallurgie non ferreuse et certaines industries d'ingénierie chimique. Et cela aidera ces entreprises à réduire leurs coûts et à mieux exercer leur activité. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré que la Chine adoptera prochainement des mesures visant à libéraliser les prix sur le marché du gaz naturel. Et passons maintenant au cours de l'or. Depuis le 18 novembre, la Chine propose, comme chaque année, un lingot d'or à l'occasion du Festival du Printemps. Son prix est particulièrement faible. Le lingot d'or est fabriqué cette année pour fêter l'arrivée prochaine de l'année du singe. Il est vendu à 267 yuan le gramme, un cours très bas. Au cours des dernières années, le lingot d'or de la nouvelle année a connu de larges fluctuations. Entre 2003 et 2012, son prix a plus que triplé, mais depuis 2013, il a perdu un tiers de sa valeur. Le secteur de la bijouterie a toujours contribué à la forte demande pour l'or. Au premier trimestre de cette année, il représentait 60% du marché total, soit le plus haut niveau depuis 2008. La Chine et l'Inde étant des premiers acheteurs. La Chine et l'Inde représentent 45% de la demande totale mondiale de l'or. Mais le premier trimestre est traditionnellement bas. Nous sommes donc modérément optimistes sur les besoins pour l'or en Chine. Les spécialistes l'affirment, le prix de l'or pourrait grandement être affecté par le changement de taux au sein de la Réserve fédérale. Un grand espoir concernant la montée du taux de la Fed devrait conduire à une baisse relative du marché des métaux précieux. Cependant, en octobre aux États-Unis, les prix de vente au détail et les données de l'indice de prix à la production n'ont pas été à la hauteur. Ils ont assombri sa hausse du taux cette année. Selon les analystes, les prix de l'or n'ont pas atteint leur niveau plancher et la baisse devrait se poursuivre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.